Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors depuis très longtemps, les divers courants philosophiques ou psychologiques ont tenté de définir les recettes du bonheur. Alors la plupart du temps sans vraiment y parvenir, mais peut-être qu'aujourd'hui mon invité Yves-Alexandre Talman va réussir à vous convaincre. En tout cas, il va vous en donner quelques clés. Alors la première, ça consiste sans doute, enfin du moins à mon avis, à s'accepter tel qu'on est. Alors j'aime bien aussi l'idée qui consiste à dire que plus les événements qui compte, certes, c'est plutôt la manière dont on va les vivre et les accepter justement qui vont nous permettre d'être heureux ou malheureux. Et puis on verra peut-être s'il y a des gens qui sont plus aptes au bonheur que d'autres, et si oui, eh bien pourquoi, hein, c'est ça la vraie question. Et puis évidemment nous aborderons la question de l'amour. Est-ce que l'amour, ça nous rend heureux ou malheureux? On pourra également peut-être voir si vivre sans amour, c'est peut-être aussi non pas un choix, mais le résultat d'une enfance peut-être trop malheureuse. Et puis on verra aussi comment ne pas se laisser envahir par les problèmes actuels comme l'écologie, les retraites et tous ces petits tracas du quotidien contre lesquels bien souvent, sur le plan individuel du moins, on est assez démunis. Alors heureux ou malheureux, eh bien je vous invite à venir témoigner. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Yves-Alexandre Talman. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes psychologue, spécialiste dans le développement personnel et vous avez écrit de nombreux ouvrages. Alors, je cite notamment « On a toujours une seconde chance d'être heureux ». Alors, c'est quoi cette seconde chance d'être heureux ? C'est ce qu'on pourrait appeler la caudalie du bonheur. Vous savez, la caudalie, comme on l'a en œnologie, c'est ce qui reste une fois qu'on a goûté le vin. Donc c'est l'après-coup du bonheur. Je le dis parce qu'on est dans une sorte de dogme de l'instant présent. Il faudrait vivre l'instant présent à tout prix. Mais nos souvenirs, c'est aussi une source de bonheur. La douce nostalgie, la belle nostalgie, quand on peut se remémorer des instants de joie, des instants de plénitude de notre existence. Chaque fois qu'on y pense, ça nous fait un petit shoot de bonheur. Alors c'est un peu cette idée on a toujours une deuxième chance, dans le sens que si on a vécu des moments heureux, ils sont pas perdus, ils sont dans notre mémoire et ils peuvent être réactivés pour nous redonner un surplus et un surcroît de bonheur. Alors vous avez écrit aussi s'accepter pour être heureux, donc ça fait un peu partie de ce que je disais dans l'introduction. Oui, ça me paraît assez évident ça. Tant qu'on s'aime pas, qu'on s'accepte pas, je pense pas qu'on ait vraiment facilement accès au bonheur. Oui, et c'est tout le paradoxe du développement personnel, parce que qui dit se développer dit changer, s'améliorer. Et si on veut s'améliorer, c'est que quelque chose ne nous convient pas. Et on voit bien que l'acceptation, ça va un peu dans l'autre sens. C'est plutôt un mouvement vers soi. On va accueillir qui l'on est, ce que l'on est. Et dans ce sens-là, c'est de trouver l'équilibre entre ce que je peux faire pour aller vers plus de satisfaction en développant certaines qualités, par exemple qualité de présence, et puis d'un autre côté, à ne pas refuser qui je suis, avec un être, bien sûr, avec des défauts, avec des limitations, qui fait des erreurs. Et là, on a un juste équilibre à trouver, et peut-être que c'est justement dans cet équilibre que se cache le secret du bonheur. Et alors, autre question importante, est-ce qu'il y a des gens plus aptes à être heureux que d'autres? Et si oui, quels sont leurs secrets? Alors, c'est ce que nous a mis en lumière la recherche ces dernières années, c'est que contre toute attente, il y a un aspect génétiquement programmé dans notre capacité à être plus ou moins heureux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire capacité génétiquement programmée? C'est en lien avec notamment la sérotonine cérébrale, ce neurotransmetteur dont on sait qu'il fait défaut lorsqu'on est en état de dépression. Et on a remarqué que ces quantités, je me parle là vraiment entre guillemets de sérotonine cérébrale, elles ont un impact ou elles sont corrélées à notre humeur. Et du moment où ça s'inscrit dans notre personnalité, on le voit, certaines personnes sont plus bougons, ronchons, elles sont souvent stressées, à se faire du souci, à être anxieuses.
alors que d'autres sont plus zen, elles voient les choses du bon côté, sans forcément qu'elles aient appris à le faire, hein. On le voit déjà chez les enfants. Et donc, cet élément-là est partiellement, hein, en lien avec ces taux de sérotonine qui sont eux-mêmes liés à des gènes hérités de papa et de maman. Mais bon, les chercheurs nous disent que ça fait pas plus de 50% de cette équation, ce qui veut dire que même si on a été un petit peu moins bien loti à la naissance par la loterie génétique, on a quand même toujours, hein, des possibilités de changer et d'améliorer ceci pour aller vers plus, hein, de satisfaction et plus d'épanouissement dans notre vie. Mais j'ai quand même l'impression quand on a la chance d'avoir eu un père ou une mère très très optimiste, très apte justement à relativiser, on va peut-être déjà avoir un atout supplémentaire, non? Oui, bien sûr. Et inversement, si j'ai eu un parent qui était plutôt porté vers l'alcool, j'ai plus de risques moi-même d'être attiré par ce produit-là. Non pas qu'il y ait un déterminisme, mais il y a simplement des exemples. Vous voyez, si on est face à une difficulté ou à un malheur, comme on le dirait, et puis que j'entends mes parents relativiser, essayer de rebondir, de trouver les leviers qui leur permettront d'aller de l'avant, c'est pas la même chose que si je vois mes parents s'effondrer et puis aller se noyer dans l'alcool. Or, ça laisse une trace en termes d'expérience. Et quand ça m'arrive, ce sont les modèles que j'ai directement dans mon esprit et qui vont aller justement dans un sens ou dans l'autre. Alors, bien sûr, hein, il y a tout ce que j'ai appris, reçu dans l'éducation, mais il y a aussi tous les exemples auxquels j'ai été confronté. Et c'est là où on parle beaucoup à l'heure actuelle de résilience, notamment. Oui. Et alors, moi, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup actuellement, en tout cas en France, hein, bien sûr, parce qu'il y a des pays où c'est largement différent. On est plutôt, enfin, je veux dire, on a plutôt la chance d'avoir tout ce qu'il faut pour être à peu près satisfait. Et pourtant, les enquêtes le montrent, les gens sont moins heureux qu'ils ne l'étaient peut-être dans les années 50. Comment vous expliquez ça? Oh, là, il y a pas mal d'hypothèses. Certainement, hein, pour faire simple, que les réseaux sociaux n'ont rien amélioré, parce que d'être confronté toujours à la vie rêvée et à la vie parfaite des autres, ça nous renvoie une image justement que notre vie est un petit peu terne, si ce n'est misérable. Ça, c'est une chose, mais ce que vous évoquez, c'est intéressant parce que quand on compare, justement, il y a des comparatifs internationaux, hein, de l'état de satisfaction et de bonheur des populations. Oui. On se rend compte que les Suisses arrivent quand même... Je précise que vous vivez en Suisse, hein, Yves-Alexandre Kallmann. Oui, c'est pour ça que je le dis. Donc nous, les Suisses, je vais le dire comme ça... on arrive substantiellement avant dans ces classements que les Français. Or, si on regarde au niveau de la culture, du climat, de la géographie, on est quand même assez proche, assez comparable. Donc, les chercheurs se sont posés cette question. Et puis, est apparue quand même l'idée de se satisfaire de ce que l'on a, ou au contraire, j'utilise un terme un petit peu commun, de râler. Du moment où j'ai cette culture de râler, c'est-à-dire de voir les choses qui ne vont pas, en oubliant qu'il y en a tout un tas qui vont bien, ça va contribuer à focaliser mon attention sur des éléments qui vont rejaillir négativement sur mon humeur. Et ça, en psychologie positive, c'est vraiment quelque chose de central. Si je suis capable de porter mon attention aussi sur les éléments qui vont bien et pas que sur les éléments qui vont pas bien, et là je nuance tout de suite, il y a des choses qui vont bien, il y en a d'autres qui vont pas bien dans notre monde, c'est clair. Mais si je ne fais que focaliser mon attention sur ce qui ne va pas, au final, c'est mon humeur, hein, qui va en pâtir. Et là, on se rend compte que certaines cultures ou certaines mentalités vont davantage, hein, être critiques et porter vraiment l'attention sur ce qui dysfonctionne, alors que d'autres vont peut-être favoriser aussi un peu plus ce qui va bien et ce qui est plutôt pour nous lié à des sentiments de reconnaissance ou de gratitude que l'on pourrait avoir.
Mhm. Bon, eh bien, on va voir tout ça avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Vous nous appelez. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plutôt malheureux et que vous pourriez peut-être être plus heureux? Et à ce moment-là, venez nous raconter comment vous vivez les choses, et puis on essaiera de vous aider à être un peu plus heureux, tout simplement. C'est un programme quand même franchement sympathique aujourd'hui. Yves-Alexandre Talman, on fait une petite pause et c'est Isabelle qu'on retrouve dans un instant qui va témoigner. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous nous posons la question du bonheur avec Yves-Alexandre Talman. Et justement, est-ce que l'amour rend heureux ou malheureux? N'hésitez pas à venir nous le dire au 0826 300 300. Mais pour l'instant, Yves-Alexandre Talman, c'est Isabelle qui nous rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Pardon. Alors, vous êtes passé d'un moment où vous aviez tendance à peut-être ne pas suffisamment apprécier la vie, et aujourd'hui, ça va mieux? Oui, c'est exact. Racontez-nous. C'est exact. Eh bien, pendant plus de 20 ans, j'ai été mariée et j'avais le sentiment d'avoir une vie heureuse, mais j'étais mal heureuse, on va dire. Et j'ai pris conscience qu'il me manquait l'essentiel, notamment l'amour, mais je pense que c'était plus l'amour de moi qui me manquait. Et ce manque d'amour de moi, j'en ai pris conscience 8 ans après. Aujourd'hui, j'ai cheminé, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer. Et je pense que oui, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Et il y a 8 ans de ça, j'étais mal heureuse. Mais j'étais pas malheureuse dans mon couple. J'avais une belle vie. Tout était parfait, tout était beau, tout était chouette, mais j'étais pas... Parce que là, on a du mal à comprendre, mais est-ce que c'est pas parce que justement pendant ces années de mariage où pourtant vous étiez visiblement avec un bon partenaire, etc., mais vous vous occupiez peut-être pas assez de vous? On pourrait dire ça? Non, je m'occupais beaucoup de moi. Non, c'était pas ça. C'est juste que j'avais une vie parfaite, en fait. J'avais la vie que je voulais avoir. J'avais un mari, des enfants, une maison, un job que j'aimais, des activités, des amis. Non, j'étais bien. Et puis un jour, non, j'ai pas conscience que non, il me manquait. Je ne savais pas qui j'étais. Je me connaissais pas. Je m'aimais pas. Non, il y avait plein de choses. Est-ce que j'aimais mon mari? Je savais plus. J'étais pas vraiment heureuse. Tout ce que j'avais autour de moi me semblait pas important, en fait. Et j'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose d'important, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Et il a fallu que je parte pour chercher ce que c'était, en fait. Donc vous avez quitté votre mari, c'est ça? Oui. Ouais, j'ai divorcé. Et là, j'ai compris, oui, effectivement, que non seulement j'étais plus amoureuse de lui, mais en même temps, j'étais plus amoureuse de moi non plus et de personne, en fait. Et du coup, j'ai fait un travail sur moi qui a duré assez longtemps pour apprendre à aimer, tout simplement, parce que je partais du sentiment que... j'étais convaincue qu'on ne pouvait aimer que son conjoint, on ne pouvait aimer personne d'autre à part ses enfants. Et donc ça a été une quête, en fait, une recherche de l'amour, à la rencontre de l'amour. Et j'ai commencé à chercher le moyen de donner de l'amour et accepter d'en recevoir aussi. Et mes amis m'ont beaucoup aidée à ça, et voilà. Et je le ressens aujourd'hui en moi. Et Yves-Alexandre Talman, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous entendez Isabelle? Alors, c'est le terme de vie parfaite, moi, qui m'interpelle, parce que c'est pas exceptionnel de retrouver des témoignages comme celui d'Isabelle. Quand on entend vie parfaite, on se demande parfaite pour qui? Autrement dit, on nous programme d'une certaine façon dans la société, puis on ne se pose pas forcément de questions et on croit que la réussite et donc le bonheur, c'est d'avoir une belle maison, un mari, une femme, des enfants, un travail ceci ou cela. Et puis c'est là où on se rend compte que c'est peut-être quelque chose dont on a hérité mais qui correspond pas à nos aspirations en tant qu'être humain. Ou parfois ces aspirations, elles vont pas du tout dans le sens d'une vie parfaite telle que proposée par les modèles sociaux. Et c'est là où on a tout d'un coup cette sorte de hiatus ou de tension entre ce que l'on vit et puis quelque chose que l'on pressent au fond de soi. Et comme le disait Isabelle, c'est une sorte de quête initiatique, de se retrouver, de trouver en fait ce qui nous constitue nous-mêmes, au-delà de ce qu'on nous a inculqué ou de ce pourquoi on nous a programmé.
Oui, et avant j'avais une vie parfaite, mais aujourd'hui j'ai une vie riche. En fait, et riche de mes amis, riche d'amour, riche de moi, riche de connaissances, de voyages, de tout un tas d'expériences que j'ai fait. Et en 8 ans, j'ai vraiment un trésor de vie que j'ai pas rempli en 20 ans en fait de mariage ou en 20 ans auparavant en fait. Et ça, c'est assez incroyable d'en prendre conscience à 50 ans en fait. Oui, mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, parce que je comprends très bien ce que vous dites, Isabelle, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le couple peut nous étouffer, au fond. Alors que vous auriez très bien pu, malgré le fait que vous soyez en couple, travailler sur vos aspirations, sur vos croyances, et puis vous réaliser et découvrir qui vous êtes et ce que vous avez envie de vraiment. Mais il y a une sorte comme ça comme si, parce qu'on est en couple, on n'est pas vraiment soi-même. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'important à comprendre pour tous ceux qui nous écoutent, comme il faudrait presque, avant de se mettre en couple, déjà faire un petit voyage intérieur, non, Yves-Alexandre intérieur, Thalmann, un petit voyage intérieur qui nous permettrait de découvrir nos véritables aspirations. Je vous rejoins à 100%, même un peu plus loin, j'enlève le presque. Hein. Vous avez dit il faudrait presque. Moi, c'est ce que je préconiserais, hein, vraiment, que si on n'a pas fait ce voyage exploratoire ou initiatique, c'est très très délicat hein, de se mettre en couple, parce qu'il y a un aspect quand même un peu figeant dans le couple. Hein. Si je change trop, l'autre ne va peut-être plus me reconnaître et ne va plus m'aimer pour qui je suis en train, enfin pour ce qui je suis en train de devenir, par rapport à ce modèle ou à cette image hein, qu'il avait au moment où il est tombé amoureux. Donc effectivement, après 10 ans, 15 ans, 20 ans de relation, me rendre compte que c'est pas ce à quoi j'aspire, ben, c'est beaucoup plus délicat et les frais sont plus élevés. Donc autant hein, faire ce travail d'exploration, de connaissance de soi, tant que faire se peut, le plus tôt possible. Oui, ça vous parle ce qu'on dit, Isabelle ? Oui, tout à fait, mais j'en avais pas conscience de ce travail à faire. J'étais jeune, j'ai connu mon mari, j'avais 20 ans, et oui, j'avais un projet de vie, j'avais des envies, moi j'avais envie d'avoir une maison, j'avais envie de créer quelque chose, mais pas de me recréer moi ou de me découvrir moi. Je voulais découvrir une vie, oui, tout à fait matérielle, hein, on est d'accord, mais c'était parce qu'effectivement, dans ma représentation à moi, dans mon éducation, ce qui était important, c'était d'avoir un travail, une maison, et puis des enfants, voilà, plus ou moins sages, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aspire à autre chose. Et ma fille, la plus jeune, a fait un DUT l'année dernière, TAC de Co. Et ils avaient des cours de développement personnel pour apprendre à ce que c'était que leur passion, pour se redécouvrir. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. On a partagé beaucoup à ce sujet et j'ai trouvé ça vraiment génial de l'avoir inscrit dans leur parcours de formation. Oui, mais je crois quand même que les jeunes femmes d'aujourd'hui sont peut-être plus à même de se découvrir par elles-mêmes que les femmes de votre génération, en fait. Il y a quand même quelque chose qui se libère aussi, me semble-t-il, dans la capacité des femmes à ne pas forcément toujours d'abord essayer de former un couple pour avoir des enfants, une famille, etc. Oui, peut-être, vous avez raison. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Thalmann ? Oui, vous parlez des femmes, c'est vrai qu'il y a toujours cette question de genre. Moi, je dois dire que j'irais même un cran plus loin. Bon, je suis un homme, donc j'essaie aussi de voir en quoi ça fait écho chez un public masculin, parce que on retrouve aussi les diktats sociaux. Hein. Peut-être c'est pas les mêmes, mais je crois que les deux genres sont autant hein, victimes entre guillemets ou prisonniers de ces stéréotypes. J'ai envie de dire par rapport à ça que moi j'admire les personnes qui ne savent pas initialement, on va dire, ou très jeunes, ce qu'elles veulent faire et le projet. Et je le dis parce que les parents souvent s'inquiètent quand ils entendent leurs jeunes dire « Ah, moi je sais pas ce que je veux faire plus tard, j'ai pas d'idée ». Alors que d'autres, du haut de leurs 10 ans, ils savent déjà qu'ils veulent devenir vétérinaires, infirmières ou je ne sais quoi. Et je trouve que là, il y a un danger hein, de tout de suite être dans un moule, même si c'est un moule qu'on a choisi, parce que peut-être qu'on l'a choisi en fonction d'une méconnaissance de soi, ou d'une connaissance partielle de soi, et puis après on est un petit peu emprisonné.
Donc moi je vois d'un bon œil ces personnes qui continuent à se chercher alors qu'elles ont passé l'adolescence, qu'elles sont dans les jeunes âges adultes. Parce que c'est un travail de longue haleine, hein. Ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, cette histoire d'aller à la rencontre de soi-même. Mhm. Eh bien, merci en tout cas Isabelle de ce joli témoignage pour commencer cette émission. Et puis on va continuer bien sûr avec vous sur Sud Radio. Est-ce que vous pensez que c'est l'argent qui rend heureux, l'amour ou que sais-je? 0826 300 300, on vous attend. Et dans un instant, c'est Philippe Hoffman qui va être avec nous pour nous parler des ados et de l'homosexualité. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Yves-Alexandre Talman, nous allons écouter Philippe Hoffman qui va nous parler de l'homosexualité des ados. Et évidemment, vous pourrez réagir, Yves-Alexandre Talman. Est-ce que c'est un handicap pour être heureux d'être homosexuel? Ce sera évidemment la question qu'on pourra se poser ensuite. Mais d'abord, écoutons Philippe Hoffman. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Donc oui, aujourd'hui je vais vous parler de la sexualité, continuer à vous parler de la sexualité des ados et en particulier de l'homosexualité. Hein. Alors bien sûr, tout a évolué. Hein, on n'est plus dans la même période. On voit des couples gays, lesbiens partout, dans toutes les pubs, les séries, et puis dans la réalité. Donc ce qu'il y a, c'est que le message qui est diffusé, c'est qu'en fait, en termes d'orientation sexuelle, tout est désormais possible. Et du moment que la personne a du désir et qu'elle est consentante, c'est possible. Donc ça fait une liberté de choix incroyable, mais peut-être un petit peu trop pour les ados, on va en parler. Pendant la puberté, c'est pas rare qu'un ado soit sexuellement attiré par une personne du même sexe. Et ça peut témoigner bien sûr de son homosexualité, mais c'est plutôt rare, c'est environ 5 à 6% des jeunes. Mais la plupart du temps, c'est qu'une exploration ou une attirance ponctuelle comme ça, enfin qui peut durer un moment, mais qui... Oui, c'est ce qu'on appelle les fameuses amitiés particulières, qui sont des amitiés un petit peu plus intimes. Voilà, on appelle, nous, dans notre jargon, on appelle ça l'homophilie, c'est-à-dire en fait, c'est pas de l'homosexualité, c'est être attiré par le même que soi pour se découvrir soi-même. Hein. Donc, c'est difficile de parler d'orientation sexuelle définitive à l'adolescence, parce que à cet âge, vous savez, il y a les poussées hormonales, les pulsions, c'est puissant, ça peut conduire à toutes sortes d'expériences. Et avant qu'un choix vraiment préférentiel s'établisse, il faut attendre au moins jusqu'à 17-18 ans. Donc la rencontre homosexuelle, c'est peut-être une manière pour se découvrir aussi, pour découvrir son identité sexuelle. Par exemple, chez les garçons, il y en a beaucoup qui découvrent leur virilité comme ça, en compagnie de leurs copains, dans des jeux un peu physiques, des expériences, des rapprochements un peu brutaux. Ça peut être même un peu douloureux, mais curieusement, c'est ressenti comme une découverte du corps de l'autre et parfois une expérience érotique. Il peut même y avoir des passages à l'acte sexuels entre garçons, et puis ça va leur révéler des fortes sensations érotiques, ou alors même du dégoût. Hein. En tout cas, ça va les marquer très profondément, et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils s'aventureront pas vers une exploration un peu hétérosexuelle et le mystère féminin. Pour les filles, c'est un petit peu différent parce que dans notre société, parce qu'en fait, les filles aussi elles renforcent leur féminité avec d'autres filles, mais c'est beaucoup mieux accepté. Vous savez, si une fille se tient par la main, si les filles se tiennent par la main, se caressent, se font des bisous dans la rue, ça gêne personne. Si elles prennent même des bains, ça choque pas ensemble. Et puis parfois, ça va même un peu plus loin, mais ça n'augure pas forcément d'une orientation lesbienne. Même parfois, on pourrait presque parler d'initiation. Donc, comme on le disait, c'est plutôt de l'homophilie dans un premier temps qui permet aux jeunes adolescents de découvrir le corps de l'autre, ses propres désirs et de forger son identité sexuelle. Donc en fait, ils sont un peu paumés devant toutes les orientations sexuelles possibles, surtout que aujourd'hui où il faut brûler les étapes, dès qu'ils s'interrogent là-dessus, s'ils en parlent à leurs parents, ça y est, c'est le drame. Hein. On a l'impression qu'ils font un coming out, les parents sont désespérés, déçus, ils se sentent coupables, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on en est là, etc. Et avant, on les rejetait, hein, bien sûr, quand ils annonçaient des trucs pareils. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup plus
plus empathiques, on comprend, et puis on suit les conseils de prévention. Il faut rien reprocher. On leur dit tout de suite, oui, mais tu sais, tu n'as pas choisi, t'es comme ça, on peut rien y faire. Il y a une espèce de réponse consensuelle sur tu as le droit, tu as le choix, c'est ta sexualité, ça t'appartient. C'est un beau message, mais c'est un message qui concerne un peu plus quand même les jeunes adultes et les adultes que les jeunes ados. Mais alors, c'est quoi le message qu'il faudrait leur donner ? Et alors justement, il faut se dire que eux, ils sont plutôt dans une interrogation. Ils se demandent s'ils sont homo, bi, trans. En fait, ils se demandent surtout qui ils sont et où ils vont. Et alors, je voudrais surtout insister sur une chose qu'on peut dire, alors justement à ces jeunes, c'est que il faut pas se précipiter sur une question sur l'intimité sexuelle ou même une révélation ou l'aveu d'un acte homosexuel. Et en disant voilà, c'est comme ça, on va figer un petit peu ton orientation et c'est comme ça parce que tout le monde l'accepte. Surtout si les ados sont jeunes. Donc, sans être homophobe, il faut respecter l'évolution psychique des jeunes. Leur identité, ça, comme je le disais, ça se forge pendant des années, entre 12, 17 ans et encore plus longtemps parfois. Il y a des ambivalences, il y a des expériences. Il faut les laisser vivre ça par eux-mêmes, quitte à ce que ce soit un peu dangereux, pourquoi pas, mais c'est comme ça. Et il faut respecter le jeune tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les ados, ils sont dans l'ici et maintenant. Donc quand ils ont exposé quelque chose, pour eux c'est définitif. Donc il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Il faut surtout penser qu'ils vont probablement évoluer et dans leur manière d'être, de penser, et même dans leurs envies érotiques. Et en fait, les parents sont toujours là pour les écouter et les aimer. Yves-Alexandre Thalmann, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors d'abord, est-ce que c'est un handicap pour être heureux, l'homosexualité ? Je pense pas que l'orientation sexuelle ou l'identité de gens soit un handicap ou au contraire un atout. Mais par contre, la différence par rapport au reste de la société, ou en tout cas telle qu'on la conçoit, ça c'est très pesant. Que ce soit une différence d'orientation ou autre, ne pas être comme les autres, surtout quand on se cherche, comme ça vient d'être dit, ça peut avoir de grandes répercussions et être mis de côté quelque part, être moqué. Ça, c'est effectivement difficile, c'est de l'ordre des micro-traumatismes. Mais c'est plutôt le fait de pas être comme les autres et de pas trouver, on va dire, son clan d'appartenance qui pourrait nuire à la satisfaction. Maintenant, dans une société qui accepterait indifféremment toutes les orientations, toutes les identités de genre, j'ai l'impression qu'il y aurait quand même moins de difficultés à s'épanouir lorsqu'on fait partie d'une minorité, puisque c'est de ça dont il s'agit. Évidemment. Est-ce qu'on connaît, est-ce que le chiffre de nombre de suicides des ados qui se sont, qui sont homosexuels a baissé, ou est-ce qu'on est toujours à peu près au même point, Philippe Hoffmann ? Non, c'est toujours à peu près pareil, parce qu'il y a quand même une chose, c'est que, comme le dit très bien Yves-Alexandre, là, c'est que dans cette période-là, on cherche et on a envie, on est angoissé d'être différent. C'est pas simple. Et donc, il n'y a pas de réponse précise. Et même si la société est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante, c'est pas pour autant qu'on est très à l'aise avec ça. Parce que c'est troublant, surtout quand c'est pas avéré depuis très longtemps, comme pour certains homos qui ressentent ça depuis quasiment leur enfance. Mais au moment de l'adolescence, quand ça vient troubler un petit peu l'identité tout général, il peut y avoir des moments de désespoir, de déprime, et il faut pouvoir effectivement les écouter sans toujours asseoir cette orientation figée. Ça peut évoluer, il peut y avoir un passage très marqué par des envies homosexuelles, et puis après, c'était qu'un passage, et puis on passe à tout à fait autre chose. Donc il faut se dire que c'est aussi ça la liberté de l'adolescence, c'est d'évoluer, de changer, et surtout, faut pas tomber dans l'extrême, comme vous savez aujourd'hui avec toutes les questions transidentitaires. C'est encore un autre sujet, évidemment. On en parlera, mais c'est scandaleux.
J'imaginerais bien. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui, autour de la quarantaine, par exemple, tout d'un coup, découvrent leur homosexualité. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de particulièrement curieux et il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas à juger. Si vous êtes homosexuel et que ça vous a fait souffrir, vous pouvez témoigner aujourd'hui. C'est le moment ou jamais, évidemment, de témoigner avec Yves-Alexandre Talman. Merci Philippe Hoffmann. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. À bientôt. Et à très vite. Victoria est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Et puis ensuite, vous pourrez en poser une à Yves-Alexandre Talman. Bonjour Victoria. Bonjour Brigitte. Bonjour Yves-Alexandre. Je vous écoute. Bonjour. Alors justement, première question. Donnez-moi une note de 1 à 20 par rapport à votre enfin, si vous êtes heureuse ou pas. Combien vous noteriez votre justement le fait d'être heureuse ou pas? 14. 14. Ah, c'est bien. C'est une bonne note, 14, hein, Yves-Alexandre. Oui. Deuxième question. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir eu des fantasmes ou des attirances homosexuelles? Oui, à l'adolescence justement, et j'ai même eu une expérience d'un baiser volé. Voilà. Mais mon orientation a été très vite choisie. Mais c'est vrai que j'ai eu une expérience. Effectivement, j'ai été attirée par une jeune fille à l'époque. Oui. Et alors, ce baiser, c'est vous qui l'avez volé ou c'est elle qui vous l'a volé? Non, en fait, toutes les deux, on était d'accord. Hein. Ah bon, alors ça s'est trouvé lors d'une soirée comme ça. Alors quand je dis voler, je veux dire plutôt discret en réalité. On s'est éclipsé et on s'est embrassé. Voilà. D'accord. Et alors, bon, puisque vous aimez les hommes, est-ce que vous préférez les petits ou les gros sexes? Alors ça... si vraiment je dois être honnête, je dirais que je préfère les gros sexes. Je suis désolée, messieurs. Non, pourquoi vous êtes désolée? Parce que, soi-disant, on dit souvent c'est pas la taille qui compte, mais c'est le fait de savoir utiliser. Mais moi, je préfère les gros sexes. Oui, c'est votre choix et et on l'accepte et on l'entend. Il n'y a pas de problème. Bon, vous pouvez poser une question à Yves-Alexandre Talman. Merci. Alors, Yves-Alexandre, ne lui demandez pas la taille de son sexe. Hein. Non, je n'irai pas jusque-là, je vous assure. Non, la question, elle est un peu simple. C'est est-ce qu'on peut dire, Yves-Alexandre, que de trouver le bonheur en réalité, c'est simple, mais ce qui est compliqué, c'est de faire simple. Parce que en fait, j'ai le sentiment, en tout cas pour moi, que bien souvent, je vois le bonheur comme un Graal et que je me mets plein de barrières, alors qu'en fait, quand j'enlève tous ces préjugés, en réalité, je me dis mais en fait ça c'est le bonheur, Et que, en réalité, ce qui est difficile, c'est de faire simple, parce qu'on sacralise le bonheur, on a le sentiment que c'est un Graal, que c'est quelque chose de fabuleux, alors qu'en réalité, le bonheur, quand on est dans la simplicité des sentiments, de ce qu'on ressent, on peut le trouver facilement. Mais ce qui est compliqué, c'est de faire simple. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors c'est une excellente question, hein, la simplicité du bonheur, qui en fait renvoie à la question de la recherche, hein, du bonheur. Comme vous parliez du Graal, hein, c'est la recherche du Graal, comme la recherche de l'âme sœur, hein, quelque chose pour lequel il faudrait faire beaucoup d'efforts. On a tout un courant de recherche qui montre que les personnes qui sont justement les plus, on va dire même obsédées par la recherche du bonheur, hein, qui vont mettre beaucoup d'importance, beaucoup d'efforts à essayer de se rendre plus heureuses, en fait sont moins heureuses que les autres. C'est contre-productif. Cette idée de recherche. Et comme vous le dites, il y a une idée de se rendre compte de quelque chose qui est, et non pas d'aller chercher quelque chose qu'il faudrait forcément mettre en place. Alors oui, il y a des actions que l'on peut entreprendre, hein, pour augmenter, hein, son bien-être, mais commençons par déjà nous rendre compte que les petites choses simples, hein, de l'existence auxquelles on a accès sont des sources de bonheur. Et ça renvoie en fait à tous ces courants de pleine conscience, de mindfulness, hein. On parle aussi d'esprit de gratitude ou de reconnaissance. Je prendrai un exemple tout simple, hein, pour reprendre votre terme, mais si je m'offre un petit expresso après le repas, c'est uniquement pour me faire plaisir.
Mais si je suis en train de consulter mon téléphone ou de penser à autre chose ou encore de lire le journal, peut-être que j'avale mon café sans même me rendre compte que c'est un moment de plaisir. Et si je mets bout à bout tous ces petits moments de plaisir, c'est clair que ça contribue significativement à ce qu'on appelle le bonheur. D'accord, je vois. Et donc, on peut dire que quand on se met à l'écoute, en fait, de son environnement ou de nos ressentis, on va dire, on peut être plus apte, en réalité, à être heureux quelque part. Oui, et on peut élargir, être à l'écoute de ses ressentis, donc on parle là de ses sensations, de ses émotions, mais aussi de ses pensées. On a aussi à l'heure actuelle une sorte de tendance ou de mode dans le développement personnel à considérer les pensées, parfois on parle du mental, comme quelque chose qui nous rendrait malheureux, qui nous extrairait du moment présent. Mais comme on le disait tout au début de l'émission, je peux par exemple m'offrir une petite balade en nostalgie, comme j'aime bien l'appeler, donc je vais dans mes souvenirs, et c'est aussi un moment de bonheur. Donc, à certains moments, on s'ennuie, autant penser à quelque chose d'agréable. Ça veut dire que tout est bon pour se rendre heureux, mais ça n'a pas forcément à être compliqué, laborieux, nécessitant des efforts. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la nostalgie, Yves-Alexandre Talman, je vais donner un exemple très concret et tout le monde va le comprendre. Victoria, si on écoute une chanson qu'on a aimée de notre adolescence, par exemple, c'est un moment de bonheur gratuit et ça marche tout de suite. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Oui, mais alors là, Brigitte, là, justement, vous soulevez quelque chose d'intéressant parce que est-ce que la nostalgie, c'est pas forcément agréable, c'est quand même douloureux. Et je sais pas si c'est particulier la nostalgie, justement. Je crois que ça mérite une réflexion. On va faire une petite pause, Victoria, et on va revenir sur justement ce que vous trouvez peut-être de triste dans la nostalgie. Et Yves-Alexandre Talman donnera son avis. À tout de suite. Eh bien, le débat est ouvert entre bonheur et nostalgie, entre Yves-Alexandre Talman et Victoria. Donc, Yves-Alexandre Talman, vous nous avez dit que la nostalgie pouvait nous apporter du bonheur, et je suis d'accord avec ça, mais en même temps, elle n'a pas tort, Victoria. La nostalgie, justement, par exemple, d'une belle histoire d'amour qui s'est terminée peut-être un peu trop tôt. Je suis pas sûre que ce soit bien de replonger dans cette nostalgie-là. C'est un peu de ça dont vous parlez, j'imagine, Victoria. Oui, voilà, tout à fait. Quand on écoute une musique passée d'une période de notre vie où nous avons été très très heureux, eh bien parfois on peut avoir cette espèce de pincement au cœur ou de papillon dans le ventre, mais à la fois douloureux, en se disant, et puis d'éteindre la musique. Moi, ça m'est arrivé personnellement. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, Yves, Alexandre. Alors, on va appeler la science des regrets à la rescousse. Parce que c'est un sujet qui a été thématisé. On voit bien que d'un côté, on a la nostalgie plutôt agréable, puis de l'autre côté, on aurait plutôt la mélancolie, qui est nettement moins connotée positivement, puisque c'est un nom qu'on associe parfois même à la dépression. Alors, c'est pas tant la question de revenir dans son passé, de revisiter son passé, d'évoquer des souvenirs, que plutôt la manière dont on le fait. Alors, les anglo-saxons, on va directement le traduire en français, nous disent qu'il y a deux façons de le faire. Il y a la façon if only, si seulement, si seulement l'autre était encore là, si seulement il n'était pas parti, si seulement j'étais plus jeune, si seulement, etc. Puis de l'autre côté, on a le at least, au moins je l'ai vécu. Autrement dit, dans un cas, on regrette ce qui est parti, puis dans l'autre cas, on se sent reconnaissant, plein de gratitude pour l'avoir vécu. Autrement dit, c'est vraiment l'attitude et le regard qu'on pose sur le souvenir, sur la période du passé, qui fait qu'on va en retirer quelque chose sous forme de sentiment positif ou au contraire, que ça va plomber notre morale. C'est finalement la capacité à faire le deuil de ce qui n'est plus, au fond. Oui, c'est en lien avec le deuil. Mais d'apprécier, d'être reconnaissant, d'avoir eu la chance de vivre ce que l'on a vécu. Je peux vous citer une petite anecdote
d'une personne très âgée, hein, il devait avoir plus de 80, hein, cet homme-là, qui avait réagi suite à une de mes interventions sur le bonheur et qui me dit à travers un mail, écoutez, moi j'ai plus du tout accès au bonheur, c'est fini, c'est terminé, parce que toute ma vie, je l'ai vécu avec mon épouse adorée, qui maintenant est décédée, donc voilà, elle s'en est allée, et ma vie n'a plus de sens, ma vie est devenue vide, donc ne me parlez pas de bonheur. Et puis, bon, là je le dis de façon un petit peu résumée, mais le sens de mon propos et de ma réponse, c'était de dire, mais vous imaginez combien de personnes ont la chance de pouvoir dire avoir vécu peut-être 50 ou 60 ans de mariage heureux avec une personne. C'est un bénéfice extraordinaire et en termes de vie humaine, rares sont les personnes qui peuvent témoigner de ceci. Et donc, on pourrait imaginer que c'est un peu troublant, hein, de se plaindre, mais c'était pas le terme, hein, d'avoir perdu quelque chose que la grande majorité de nos semblables paieraient cher pour avoir ne serait-ce que peut-être la moitié. Et donc là, on voit, hein, c'est un gros paquet de souvenirs, hein, auxquels a accès cette personne, pour se dire, ben, quand même, hein, j'ai eu de la chance durant toute ma vie et je peux l'apprécier à juste titre. Oui. Ça vous a convaincu, Victoria ? Oui, j'ai bien compris qu'il fallait en fait transformer cette mélancolie en nostalgie entre guillemets, et puis aussi de mettre, de se dire, bah, on a eu la chance de vivre ça, ok, et maintenant qu'est-ce que je fais pour, en fait, ça peut être un leitmotiv aussi pour avoir envie de re-remplir de nouveau notre vie d'expériences qui marquantes et qui nous font du bien. Voilà. Absolument. Eh ben merci, voilà. Victoria de cet échange. Merci à vous deux. À vous. Alors merci. Sandrine nous a rejoint, qui a priori, vous avez aussi tout pour être heureuse, Sandrine, et pourtant vous vous laissez envahir par des émotions négatives. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Oui. Alors bon, moi j'ai tout pour être heureux. Disons que je suis arrivée à un objectif. Alors moi c'est de l'amour et c'est du professionnel. C'est très compliqué parce que bon, on travaille ensemble. Donc comme j'expliquais, je viens d'un milieu, je viens de la ville, donc je suis née, pas dans la campagne. J'avais un rêve. Enfin, j'avais pas forcément de rêve, en plus d'ailleurs, mais voilà, j'aimais travailler dans le monde du vivant, tout ça. Et en fait, je suis arrivée à monter, oui, effectivement, une exploitation par le biais donc de mon époux. On s'est mariés, donc une partie, voilà, et on a monté avec 2 enfants, avec des difficultés comme d'une vie, parce que bon, je me suis installée, j'avais 25 ans. Et donc j'en ai 50, je vais avoir 51 ans. Mais voilà, bon. Et comme je dis, moi c'était professionnel. J'ai eu, de l'infidélité, on va dire professionnelle. J'aime bien ce terme-là. Et voilà, mon mari m'a fait de l'infidélité professionnelle, on va dire ça. C'est pas bon. Mais voilà, par des choix. C'est-à-dire qu'il vous a pas suivi dans votre choix professionnel à vous. Eh oui, voilà, je dirais ça. Ou alors plutôt qu'il m'a pas fait confiance et qu'il avait, c'était plus des confiance à d'autres amis et que voilà, moi j'avais tout quitté pour lui et pour moi c'était voilà, j'arrivais pas à me positionner. J'ai ce côté un peu, on va dire très. D'accord. Donc ça, on pourrait dire presque finalement, Sandrine, que ça vous a rendu un peu malheureuse et en tout cas ça a cassé peut-être un petit peu votre rêve. Alors on va essayer de mieux comprendre justement comment vous pouvez faire pour que ce soit pas quelque chose qui vous entrave dans votre bonheur. Yves-Alexandre Thalmann, on va évidemment répondre à Sandrine après les infos. Et puis je vous propose une devinette qui est un petit peu avec le sujet du jour. Le remords, ce serait je n'aurais pas dû tromper mon épouse. Et qu'est-ce que ce serait que le regret, Yves-Alexandre Thalmann? Vous avez le temps des infos pour trouver une réponse drôle. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Comment être heureux? C'est ce que nous propose Yves-Alexandre Talman. Je rappelle que vous êtes également auteur de 2 livres qui parlent de tout ça. On a toujours une seconde chance d'être heureux et s'accepter pour être heureux. Nous avons toujours Sandrine qui est avec nous et à qui on va bien sûr répondre. Mais d'abord, je voudrais que vous me répondiez à ma devinette. Le remords, c'est « je n'aurais pas dû tromper mon épouse ». Le regret, c'est... Vous avez une idée, Yves-Alexandre? Alors, si on est dans l'ordre de la plaisanterie, j'aurais pas dû laisser mon téléphone sans surveillance. Par exemple, oui. Bon, moi j'avais comme réponse, j'aurais dû payer l'hôtel en liquide. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Ceci dit, juste pour être un petit peu plus sérieux sur la réponse, mais c'est un sujet tellement passionnant que ça pourrait vraiment être le thème d'une émission, les regrets, parce qu'il y a toute une science qui s'est fait maintenant là autour. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les regrets moraux du type j'ai trompé mon époux, mon épouse, j'ai arnaqué un client, j'ai harcelé un camarade quand j'étais à l'école, sont les plus mordants avec l'âge. C'est ceux qui sont le plus difficiles à gérer et qui peuvent nous réveiller en sueur en pleine nuit en nous remémorant ce qu'on a fait. Donc ça veut quand même dire qu'il faut faire attention avant de s'accorder des petits plaisirs comme ça au détriment d'autrui, parce que au fond, on a quand même cette aspiration à être quelqu'un de bien. Et puis alors ces regrets, ces remords, ils viennent buter justement sur cette image et puis ils nous disent qu'on n'est pas aussi bien que ça. Oui, enfin ça c'est une question de morale. Après tout, qui a dit que c'était pas bien de tromper son épouse ou son mari, Yves-Alexandre Talman. Mais c'est un autre sujet. Revenons à Sandrine. Donc Sandrine, vous avez été trompée professionnellement par votre compagnon. Disons que non, je veux dire, voilà, on a tous les deux notre affaire et au moment tout vient à un moment donné. Voilà, je pense que c'est par orgueil, parce que j'ai une part d'orgueil. J'ai tellement voulu monter cette affaire comme lui, et en plus comme je venais pas du milieu, je suis heureuse parce qu'à ce moment-là, j'arrive à tout. Et après, on a fait autre chose parce qu'on exposait, on avait beaucoup de trucs au niveau des animaux. Et à ce moment-là, on a eu des enfants. Toujours pareil, comme je suis une femme qui est il faut que ça avance. Donc, j'ai eu des enfants, tout ça. Et puis, à ce moment-là, c'est vrai qu'effectivement, au niveau travail, après, il fallait que je m'occupe d'eux et j'étais moins présente. Et donc après, il y a toujours des amis. Et je pense que c'est moi qui étais très jalouse, je pense, de cette amitié qu'il avait, ou qu'il a, plus ou moins avec un. Maintenant, ça y est, je me suis fait avec un ami. Et à ce moment-là, malheureusement, et ça, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui a été très brutal, j'ai perdu ma meilleure amie. Voilà. Et ça a été, j'ai perdu ma meilleure amie, elle est décédée d'un cancer. Et c'était mon âme sœur. Et en fait, à partir de là, c'est cheminé une forme de dépression, mais ou même moi-même, je ne la comprenais pas, cette dépression. Enfin, c'était difficile pour moi parce que je me suis dit, mais attends, j'ai 2 enfants qui sont bien, j'ai un mari qui m'aime, j'ai une affaire qui tourne plus ou moins avec des difficultés de la vie. Mais voilà, je veux dire, on essaye on bosse. C'est vrai qu'on ne part jamais ou très peu, on n'a pas des fois les mêmes aussi intérêts à en partir, et c'est parti de là enfin. Et alors là, j'ai galéré, j'ai passé 10 ans de galère parce que si vous voulez, j'arrivais pas à me comprendre, je me suis détestée, j'ai détesté que j'ai tombé pied, puis c'était compliqué, ça a été très compliqué, et après je me suis relevée, et puis après je me relevais toujours par rapport à mes enfants, par rapport à ma situation. Mais vous savez Sandrine, il y a des, alors je sais pas si vous le faites en psychologie positive, Yves-Alexandre Talman, mais on donne des points qui peuvent nous faire justement aller mal en fonction des événements qui nous arrivent. Et la perte de sa meilleure amie, c'est quelque chose qui, ça comptabilise évidemment beaucoup de points. Et puis le fait que votre compagnon quelque part se soit plutôt associé avec son meilleur ami, donc quelque part, il vous a un petit peu abandonné, pour pas utiliser un mot trop fort. Et puis ça a mis du tiers aussi entre vous deux. Enfin, tout ça peut expliquer qu'il y ait eu une chute un petit peu vertigineuse. Yves-Alexandre. Tout à fait. Quand on cherche les causes de la dépression,
C'est pas forcément des grands drames, hein. Parfois, c'est une succession d'événements comme ça, de pertes, de deuil, avec lesquels on n'arrive pas justement à passer au-dessus, qui s'accumulent et qui plombent le moral. Mhm. Ah oui, c'est ça. Et après, voilà, alors après, aujourd'hui, bon, c'est passé, hein, aujourd'hui, bon, j'ai 51 ans, ça a été à une tranche d'âge entre... Et là, je me dis, bon, là, maintenant... Alors après, je suis passée à la phase où je me suis dit, mais voilà, j'avais honte d'avoir perdu pied, honte d'avoir fait une dépression, honte de ci, honte de là. Ah, mais je suis hyper carrée sur moi, enfin, un peu trop, des fois, et sévère sur moi-même. Et moi, je dirais un peu dur oui, sur vous-même. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Mais alors, terrible. Et bon, après, bon, je me suis dit, tout va très bien. Mes enfants, bon, c'est ça, je dis, je ne comprends pas. Et alors après, hop, j'ai repris cette envie. Alors un jour, j'ai acheté un appareil photo, puis je me suis dit, tu vas prendre ton appareil photo, puis tu vas acheter un basique, et puis tu vas commencer à faire des photos. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser parce qu'en fait, je refusais. Alors, c'est rigolo parce que ce que vous avez dit justement tout à l'heure, je vous ai entendu. Moi, je refusais. Je pensais à ce monsieur qui refusait. Il a dit, j'ai vécu tant d'années d'amour avec ma femme. Je me reviens. Voilà. Moi, c'était plutôt, je refuse d'avoir une amitié. Voilà. J'avais ma meilleure amie. Elle est partie. Je pensais qu'à ma profession, qu'à ma réussite professionnelle, avoir le plus beau troupeau, avoir plus ça. Elle avait ce cancer. On s'appelait. J'avais jamais le temps d'aller la voir parce que c'était compliqué pour me remplacer tout ça. Enfin voilà, j'avais jamais le temps. Donc je me suis refusée, mais vraiment refusée d'avoir des amis. Alors j'ai eu des amis, mais c'est pas des amis, mais c'est des personnes par le biais du téléphone parce qu'on s'appelait beaucoup. Alors j'ai eu une phase où j'avais besoin de parler, il y avait des psychos par téléphone, mais je ne voulais pas voir des personnes. Il fallait que j'appelle au téléphone, comme si c'était ce lien. D'ailleurs, j'aime beaucoup le téléphone. Oui, mais ça montre. Enfin, j'espère qu'aujourd'hui vous pouvez avoir des amis, parce que sinon ça montrerait que quelque part vous maintenez ce lien avec elle, et donc que vous n'avez pas vraiment fait le deuil. Parce que... Oui. Alors aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnes, de connaissances, mais après, par le biais de mon travail, c'est un peu compliqué parce que bon, j'ai des horaires qui sont pas compatibles à des horaires qu'elles ont. Et et là, justement, maintenant, je serais peut-être en la recherche que j'ai fait rire. Je me suis dit, il va falloir que je mette dans un site ami.com. Alors après, j'ai dit, bon, alors, il faudrait pas quand même, mais amis pour sortir, mais pas amis pour le reste. C'est bon, c'est compliqué, ça devient compliqué, ambigu, voilà, mais bon, après, bon, c'est ça, parce que bon, c'est vrai que ce côté-là un petit peu voilà, j'aurais peut-être besoin de passer à un cap, voilà, c'est tout bête, hein, et que... Ouais, Yves Alexandre, qu'est-ce que vous pouvez dire à Sandrine pour l'aider à passer ce cap, justement? Alors là, on parle quand même effectivement de deuil, et puis il y a un paradoxe dans le deuil, c'est qu'on ne veut pas lâcher quelque chose. Donc l'autre personne n'est plus là, hein, elle est décédée, mais par contre, on a le pouvoir de la garder présente dans notre esprit. Mais pour ça, il faut y penser. Autrement dit, on va commencer à ruminer, c'est le terme qu'on utilise, qui est justement un des moteurs de la dépression. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de penser à ce qui n'est plus. Et évidemment, quand on pense à ce qui n'est plus, on n'est pas dans le présent, on n'est pas en train de réaliser des projets, on n'est pas en train de se projeter dans l'avenir, ni d'apprécier la vie. Et quelque part, on le voit bien avec des personnes qui ont perdu quelqu'un de proche. À un moment donné, elles se disent, oui, mais si j'arrête d'y penser, on va oublier. En gros, c'est comme si ça n'avait pas existé, cette relation. Et c'est pour ça que, paradoxalement, on continue d'y penser, quitte à se faire mal. Hein. On préfère se faire mal dans ces pensées douloureuses que de passer à autre chose qui nous renverra à une autre étape de notre vie. Et c'est là le paradoxe, et en tout cas, une des explications pour laquelle la dépression, hein, ça peut durer des mois, voire des années.
Oui. Donc c'est important de toute façon votre amie et les souvenirs que vous en avez et tout ça, c'est ce qu'elle a fait que vous êtes ce que vous êtes à un moment de votre vie, ça reste ça. Et c'est comme ça qu'il faut arriver à la garder en vous, mais pas à comment dirais-je, à lui laisser pas avoir le regret qu'elle soit partie. Encore une fois, on revient au regret. Non, je crois Sandrine que vous avez une belle énergie. Mais il y a quand même quelque chose comme ça, il y a encore un petit fond qui serait peut-être intéressant à évacuer, me semble-t-il. Oui, alors, oui, c'est sûr, mais je pense que j'ai besoin de ce côté social. Alors, c'est vrai que je me suis fermée et que c'est pas dans ma nature, pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Et d'ailleurs, je sors quand même une fois par semaine. Je vais lui donner des cours. C'est un plaisir. Avec des jeunes, j'aime beaucoup les relations des jeunes et surtout des jeunes. Voilà, ils se plaisent le vendredi, ils me raconter un peu tous les problèmes de la semaine. Alors, on fait le cours des fois. Bon, c'est une option. Mais après... moi, je vais juste vous donner comme ça une piste. Il me semble qu'il faut que vous fassiez le deuil d'un petit idéal que vous vous étiez fixé quand vous étiez plus jeune et qui a été un petit peu bousculé à la fois par votre mari et par la perte de cet ami. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre. Je suis très dure vis-à-vis de ça, vis-à-vis de moi. Je crois que j'ai l'impression que mon idéal, voilà, c'est ça, c'est la femme parfaite, la femme parfaite, la femme. C'est un handicap au bonheur, ça, de se donner un idéal trop fort et de s'y tenir quoi qu'il arrive. Lâchez ça. Oui, allez dans la nature et regardez la nature, comment elle évolue. On est en hiver, après ça va être le printemps, et puis on lâche. Et puis après, c'est l'été, et puis on lâche, et puis voilà, je crois que c'est ça qu'il faut que vous appreniez. D'accord, Sandrine ? C'est vrai, oui, ok, en attendant. Merci beaucoup. Non, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Yves-Alexandre Tellmann, on fait une petite pause, et puis on va donner la parole à Stéphanie, qui nous a rejoint maintenant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Yves-Alexandre Tellmann nous propose d'être un petit peu plus heureux, en tout cas de tordre le cou à tout ce qui peut nous rendre malheureux. Et on continue avec Stéphanie qui est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Alors vous, c'est votre fille qui a priori a du mal à être heureuse, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Racontez-nous, pourquoi ? Alors, pour moi, elle a réussi pas mal de choses. Je veux dire, je pense qu'elle a tout justement pour être heureuse. C'est mon avis. Ça c'est une phrase, Yves-Alexandre Tellmann, elle a tout pour être heureuse, il a tout pour être heureux. C'est une phrase finalement qu'on entend assez souvent et qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'elle est très... Oui, elle met sur le même niveau l'avoir, tout avoir, et puis être heureux. Mais je dois dire une chose, parmi les avantages qu'il y a à exercer le métier de psychologue, c'est de recevoir les confidences de beaucoup de personnes. Et ce que je peux vous dire vraiment maintenant avec suffisamment de recul, c'est que quand on croit que quelqu'un a une vie parfaite, rêvée, heureuse, etc., mais que l'on entend ces confidences intimes, alors ça nous enlève à tout jamais l'illusion de croire ce que l'on voit. C'est pas parce qu'une personne a de l'extérieur tout ce qu'il faut que de l'intérieur elle vit de façon épanouie et heureuse. Donc effectivement cette phrase, je crois que il faut s'en méfier un petit peu. Elle a quel âge votre fille Stéphanie ? Eh bien elle a 31 ans. Donc voilà, elle a poursuivi, elle a choisi son métier. Je veux dire, elle a poursuivi ses études dans ce sens-là. Elle a très bien réussi. Elle est épanouie dans son métier. D'ailleurs, elle veut pousser un petit peu plus. Elle souhaite aller voir un petit peu à l'étranger la façon dont ça se passe dans ce métier-là. Découvrir aussi le pays dans lequel elle veut aller. Elle a plein de projets. C'est plutôt... je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais c'est plutôt une jolie fille. Intelligente, qui, je veux dire, voilà. Oui, elle semble tout à fait brillante, mais qu'est-ce qu'elle dit qui justement lui manquerait ou qui ne l'épanouit pas ? Eh ben, elle se déprécie sans cesse.
Elle se déprécie et puis bon, elle parle d'horloge biologique parce que c'est vrai que avec son métier et tous ses projets là, elle part un mois encore à l'étranger en découverte. Elle a un ami, elle a un partenaire dans sa vie? Non. Donc c'est peut-être ça qui pour l'instant là. Enfin, il y a deux choses déjà qu'on entend. Yves-Alexandre Tallmann, d'abord, elle a pas visiblement une très très bonne estime d'elle-même, ce qui n'aide pas à être heureuse. Et ensuite, peut-être qu'elle a bien réussi professionnellement, mais au détriment de sa vie amoureuse. Oui, en tout cas, il y a ces deux dimensions. Il y en a une autre encore qu'on peut rajouter, c'est qu'elle a quelqu'un qui s'inquiète pour elle. On le voit souvent hein, dans la pratique de la psychologie. C'est que certaines personnes viennent consulter parce qu'elles aimeraient se sortir de leur état et puis faire un travail pour aller mieux. Et puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais par contre, le fait de rester dans cet état-là, ça inquiète des proches, des amis, en l'occurrence ici une maman. Et ça questionne d'avoir quelqu'un d'autre qui prend en charge notre situation. Mais ce faisant, bien sûr, on décharge la personne de la responsabilité hein, par rapport à sa propre existence. Donc ça, c'est aussi une dimension qu'on peut ajouter hein, dans l'équation. Ça voudrait dire quoi? Que Stéphanie s'inquiète trop et qu'elle devrait laisser un peu sa fille se poser des questions et puis finalement de trouver elle-même ses réponses? Alors, bien malin qui pourrait dire ce que signifie trop s'inquiéter, mais en l'occurrence, dans le travail d'accompagnement, moi je suis aussi enseignant, hein, je travaille avec des jeunes adultes, et je me souviens de mon superviseur qui avait eu cette phrase qu'on peut reprendre ici, et il disait « Un parent qui s'inquiète, c'est un jeune qui ne s'inquiète pas ». Autrement dit, si c'est les parents qui viennent consulter en disant « Écoutez, mon enfant ne travaille pas à l'école, ou il a des mauvais résultats, ou il va échouer », c'est quelque part décharger le jeune de sa responsabilité et c'est pas ça qui encourage justement la personne à se dire bah maintenant je vais prendre le taureau par les cornes et puis s'il me manque quelque chose pour être équilibré dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire hein? Quelles sont les solutions, quelles sont les ressources à ma disposition? Stéphanie, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Eh bien, je pense que c'est pas faux dans la mesure où, je veux dire, quand on converse toutes les deux ou quand on a des discussions toutes les deux, je veux dire, elle me renvoie un tableau assez noir, hein, des fois même. Je dis, écoute, je vais raccrocher le téléphone parce que j'essaie de la raisonner, j'essaie de lui mettre tous les points positifs face à elle et j'ai que de la négativité. C'est-à-dire qu'elle continue à se plaindre quand oui. C'est ça. Hein. Oui. Donc oui. Là, en effet, elle a des avantages collatéraux, comme on dit, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui l'écoute quand elle se plaint, elle se sent exister, aimée, et peut-être qu'en effet, il faut pas l'écouter se plaindre. Hein. Oui, parce que moi je l'aime. Enfin, je n'arrête pas de lui dire hein, que, en plus, ça a été une enfant très désirée. Donc, moi, j'arrête pas de lui dire l'amour que j'ai pour elle et entre guillemets la fierté que j'ai pour elle de la réussite, de ce qu'elle a mis en œuvre et de sa réussite. Personnelle, quoi, tout le travail qu'elle a fait et malgré tout, non. Oui, mais je pense qu'en effet, si elle a besoin de parler, il faut qu'elle aille parler à un thérapeute qui, justement, va la pousser dans ses retranchements. Et là, elle va pouvoir bouger. Parce que si vous l'écoutez, c'est formidable d'écouter sa fille. Mais en même temps, vous la laissez dans sa plainte. Et vous savez, Stéphanie, c'est un petit peu comme les gens qui ont des maladies, notamment des maladies auto-immunes, et qui existent à travers leur maladie. Eh ben, c'est pas comme ça qu'elles vont arriver à aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Elle avait commencé avec un thérapeute et bon, de source sûre, je pense qu'elle a été à deux rendez-vous
Et puis qu'elle a arrêté. Elle préfère vous avoir vous en ligne. C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple pour elle parce qu'elle n'a pas besoin de se remettre en question, n'est-ce pas, Yves-Alexandre Thalmann? Oui, et dans ce qui vient d'être dit, il y a peut-être encore une dimension supplémentaire qu'on pourrait explorer. C'est que vous disiez, c'est une enfant qui a été désirée. En fait, c'est une enfant qui porte un projet de réussite. Hein. Quand on désire un enfant, bien sûr, on projette pour lui le meilleur dans son existence. Et puis là, ce que vous dit, le message central de votre fille, c'est qu'elle cadre pas avec ce projet. Peut-être, mais là, ça mériterait réflexion. Hein, mais peut-être que sa non-réussite, entre guillemets, c'est son effort pour s'échapper de ce projet, hein, de cette trajectoire qui a été ouverte pour elle, pour qu'elle puisse aller dans son propre projet de vie. Hein. Alors parfois, ça prend de la souffrance de se distancier de ceci. Merci en tout cas Stéphanie et merci pour votre témoignage parce que je suis sûre que ça a fait écho à beaucoup de gens qui nous écoutent. Allez, une petite pause, on revient sur un love conseil. Quand elle n'a pas envie, qu'est-ce que vous pouvez faire, messieurs? Eh bien la réponse c'est dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Yves-Alexandre Thalmann, je vais évoquer le fait que la partenaire n'a pas envie. Alors d'abord, je voudrais rappeler que c'est assez fréquent et je pourrais presque dire presque normal. Sauf que quand notre partenaire n'a pas envie, on a toujours un peu tendance à penser que c'est un peu de notre faute, qu'elle nous aime moins, etc. Et je crois que la première chose à comprendre, c'est que c'est pas forcément contre vous quand une femme n'a plus envie de faire l'amour. Le plus souvent, c'est contre elle. Parce que il y a quelque chose d'un peu biologique dans cette histoire. Quand une femme rencontre un partenaire, elle a envie qu'il s'accroche à elle et donc elle va tout faire pour que la sexualité soit là et une fois que entre guillemets il est là et bien la sexualité a peut-être moins d'intérêt pour elle. Alors encore une fois, c'est pas systématique avec toutes les femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui réagissent comme ça. Donc il faut dans un premier temps, il faut dédramatiser. Et ensuite, il faut évidemment un peu la lâcher avec les demandes successives trop fréquentes. Et puis plutôt la remercier et être généreux lorsqu'elle accepte de faire l'amour, en lui disant par exemple que rien ne pouvait plus lui faire plaisir, parce que comme ça vous vous sentez aimé, etc. Et puis à votre tour, essayez de voir ce qui pourrait lui faire plaisir, ce qui lui permettrait justement de retrouver un peu le désir et je crois que c'est important d'échanger, de communiquer, mais pas forcément uniquement sur la sexualité, parce que parfois en étant à nouveau séduisant ou en provoquant des surprises, en changeant un peu le quotidien, vous allez pouvoir peut-être aussi relancer son désir. Yves-Alexandre Thalmann, vous voulez réagir à ce love conseil? Oh, il y aurait plein de choses à dire sur ce love conseil. Oui, c'est une situation qu'on rencontre quand même assez fréquemment. Alors, dans le premier point, c'est vrai que lorsque on est dans le début d'une relation, c'est pas la même chose que lorsque l'on est dans une relation établie. Hein. Dans la séduction, on cherche à obtenir quelque chose, mais après dans la relation, on cherche à maintenir, voire on cherche à éviter que l'autre parte. Et puis ça, c'est pas du tout les mêmes comportements. Vous voyez, les comportements de séduction, c'est tout ce qui attire, tout ce qui est attirant, tout ce qui amène quelqu'un vers nous. Et puis après, on a tendance à avoir d'autres comportements, par exemple des comportements de jalousie ou des questions quand l'autre a envie de sortir, etc. Et là, on se montre beaucoup moins attirant. Et ça vaut peut-être la peine de se poser cette question justement d'où on en est par rapport à ceci. Donc c'est ce que vous évoquiez sur la séduction. Évidemment. Alors demain nous serons avec Ariane Calvo et on va revenir sur les blessures d'enfance, comment les reconnaître et comment les guérir pour être plus heureux dans sa vie. Et tout de suite c'est Ange qui prend la parole avec nous. Bonjour Ange.
Bonjour à vous. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. En tout cas, vous avez une voix qui semble respirer la joie. Écoutez, j'aime la vie, je la croque à pleines dents, malgré les épreuves qu'on a tous les uns et les autres. À chaque fois, je me relève. J'ai eu une bonne maman qui a su me transmettre cette joie de vivre. Elle était paraplégique, donc quand vous vivez avec quelqu'un qui n'a plus ses jambes et qui a toute sa tête, et on voit leur petit bonheur qui prennent la moindre chose pour un petit bonheur, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire prendre son petit café ensemble, que son mari nous accueille, qu'il nous rende la voiture pour qu'elle soit au chaud, se coucher dans les draps propres, prendre une douche chaude. Le matin, je commence tôt, je pars à 5h30, donc là c'est l'hiver, mais quand le soleil commence à se lever, de regarder le soleil se lever, c'est beau, même si c'est sur l'autoroute. Enfin voilà, donc aujourd'hui, le bonheur, il est de pas grand-chose. C'est pas d'en avoir plein les armoires, plein le sac à main ou le portefeuille. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est de partager l'instant présent et les petits bonheurs du quotidien. Et c'est ça qui j'y fait un grand bonheur. Et malheureusement, des fois, votre bonheur, il est percuté par l'incompréhension des autres ou parce qu'ils ont des problèmes. Et finalement, c'est plus ça qui vous cause des soucis. C'est là-dessus où je voulais intervenir, justement. C'est-à-dire que vous êtes assez facilement envahi par les problèmes des autres ? Non, pas par les autres, surtout les proches. C'est surtout mes enfants. Après, les proches, avec les années, je pense que moi, j'ai plus de 50 ans, donc il y a un moment où on sait dire stop. On n'a plus envie de rencontrer de personnes toxiques, ou quand on sent qu'elles ne correspondent pas, on coupe les ponts, on s'éloigne et on cherche pas à rentrer en contact. En tout cas, moi, c'est ma façon de me protéger et ça fonctionne plutôt très bien. Par contre, dès que ça touche mes enfants, c'est quelque chose de viscéral qui peut me faire mal, qui m'empêche de dormir, ou des fois j'ai même besoin de quelqu'un pour m'aider pour traverser cette crise. Et c'est vrai que là, j'ai passé une période très compliquée depuis 4 mois, et en fait j'ai tout pour être heureuse. Il y a vraiment aucun nuage. Le travail, le matériel, vraiment, je ne manque de rien. Je suis heureuse avec mon mari, mais le fait de ne plus avoir de lien avec ma fille par une histoire d'incompréhension ou parce qu'elle a mal interprété, et du coup ça c'est pas anodin. Votre fille s'est fâchée avec vous, c'est ça ? C'est ça. En fait, elle s'est mariée au mois de septembre et dès le lendemain du mariage, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, je me suis dit qu'elle était sur son petit nuage, que tout allait bien. Et donc, comme on s'était beaucoup vu pour l'organisation du mariage, j'ai dit, je prends un peu de recul et puis quand je reviendrai de vacances, je l'appellerai. Et donc, quand je l'ai appelée, elle était occupée, elle n'avait pas le temps de me parler. Ils avaient beaucoup de choses à faire. Finalement, j'ai réussi à avoir une explication et en fait, le jour de son mariage, elle a fait la tête toute la journée lorsque moi je l'ai pas vue du tout. C'était la faute de son témoin, c'était la faute des qui pouvaient pas venir, c'était la faute de sa meilleure amie parce qu'elle avait pas choisi les robes de ses filles comme elle le souhaitait. Enfin, tout était un broglio complet et en fait de ça, j'en ai payé les conséquences. Du coup, je comprends pas et du coup, ça me fait beaucoup de mal parce que je lui parle plus. Avant, c'était au moins 3-4 fois par semaine au téléphone. J'avais des photos de mes petites filles. Et ça, c'est quelque chose qui me ronge, mais vraiment. Et alors que j'ai tout à donner, le bonheur, du temps, de l'affection, de l'écoute. Mais qu'est-ce là, pour l'instant, on a compris que vous ne vous parliez plus, mais quelle a été la raison du clash? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut plus vous parler? Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. En fait, je les ai beaucoup aidés. On leur a fait des beaux cadeaux, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Ange, les non-dits, ça peut se dire, non Mais moi, je l'ai dit, mais elle m'a dit que non, c'était pas une histoire d'argent, parce que nous, on a quand même, je pensais que c'était ça. Il faut savoir une histoire de quoi c'est. Les non-dits, Yves-Alexandre Talman, ça peut se dire. Enfin là, je crois qu'il faut percer l'abcès, surtout s'il s'agit vraiment de non-dits, oui, mais il faut quand même avoir à l'esprit
qu'on a certaines situations de cassure relationnelle qui ne sont pas de l'ordre des non-dits et qui ne sont pas récupérables par la communication non plus. Ça paraît un peu étonnant de le dire comme ça. Non, mais je le crois tout à fait. Il y a des distances qui sont mises. Ouais, je pense tout à fait que c'est ça, parce qu'en fait, j'ai carrément mis carte sur table. Je lui ai posé la question, c'est le fait qu'on n'ait pas donné assez pour son mariage. Elle m'a dit non, alors que les sons de cloche disaient le contraire. Et finalement, elle a mis ça sur le dos, que c'était à cause de son témoin, que c'était à cause de sa meilleure amie, que c'était à cause de la robe, que c'était pas organisé comme elle voulait, alors qu'elle a eu le mariage qu'elle voulait. Ange, vous avez tout fait, peut-être trop fait pour votre fille. Soit c'est ça l'hypothèse. Enfin, moi j'essaye de vous aider et de vous donner des pistes. Hein. Soit c'est ça, soit le fait de s'être mariée quelque part l'a fait changer un petit peu et elle a envie de prendre beaucoup de distance par rapport à vous. Enfin, vous voyez, il faut peut-être laisser un tout petit peu de temps de toute façon pour que les choses s'apaisent, parce que là j'entends bien à la fois votre tristesse. Oui, mais évidemment que c'est une vraie souffrance, surtout que vous semblez avoir le sentiment d'avoir tout fait. Mais justement, entre tout fait et étouffé, il y a parfois pas beaucoup de différence. Yves-Alexandre Salman, vous êtes d'accord? Oui, le jeu de mots est très à propos. J'aimerais ajouter quelque chose, mais je dois dire qu'il faut vraiment prendre une petite précaution par rapport à ce que je vais dire, hein, parce que là, je ne veux pas poser des étiquettes sur les gens, mais j'aimerais faire comprendre quelque chose. Ange a dit tout à l'heure, voilà, dans ma vie, j'ai appris à éviter les personnes toxiques. Ok, ça c'est une chose. Supposons qu'il y ait des personnes toxiques, en tout cas pour d'autres individus. Ok, ces personnes toxiques, elles ont aussi des parents. Et il se pourrait que ces personnes soient toxiques pour leurs parents. Là où je veux en venir, c'est que peut-être maintenant, dans la configuration actuelle, votre enfant est devenu pour vous, mais momentanément, on ne va pas lui coller une étiquette sur elle, une personne qui ne vous fait pas du bien, ce que vous appeliez personne toxique. Et là, j'irai dans le sens de ce que disait Brigitte, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment où de prendre de la distance, hein, de laisser passer du temps, de laisser les choses se faire, plutôt que d'y penser tout le temps et de revenir et de vouloir que ça change et de vouloir rétablir la relation, qui risque de braquer encore l'autre personne. Peut-être que c'est le moment justement où chacun va faire le travail, on va dire, de conceptualiser tout ça, de réfléchir, de voir ce qui peut être amélioré, mais de son côté seulement, sans chercher à forcément aller dans le contact. Oui, vous avez sûrement raison. En fait, déjà, je sais que je lui ai apporté les cadeaux de mes petites filles, parce que forcément on les a pas eus. Et elle m'a dit, t'es venue me voir. Je lui ai dit non, je suis venue t'apporter les cadeaux de tes filles, mais pour l'instant je suis pas prête à parler avec toi parce que c'est trop douloureux. C'était d'une violence. Et du coup je suis partie, mais c'est vrai qu'elle me manque terriblement. Elle me manque beaucoup, beaucoup. Donc c'est compliqué. Et pourtant, j'ai tout. Avant, je travaillais 7 jours sur 7. J'étais à mon compte. C'était compliqué. Et là, j'ai du temps pour elle. J'ai du temps pour mes petites filles. Et même ça, enfin, voilà. C'est assez douloureux en fait. Bien, mais c'est normal que ce soit douloureux, mais en même temps, ça fait partie des épreuves de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos enfants deviennent des adultes, et à partir du moment où notre enfant est devenu une adulte, et en épousant quelqu'un, quelque part, elle marque aussi une différence. Hein, et ben, il faut les traiter comme des adultes et donc leur laisser leur autonomie. Si elle a envie de venir, elle vient. Si elle a besoin de prendre un peu de distance, il faut la laisser devenir femme à son tour, vous voyez. Tout à fait. C'est les épreuves qui vont lui apprendre aussi. Ça, je sais, on est bien placé pour le savoir quand on a un peu plus d'âge. Donc, comme je disais, le matin, je profite de mon café chaud que mon mari m'apporte, du lever du soleil, de pouvoir rentrer au chaud. Voilà, des choses simples de la vie. Ange, il y a une loi de la nature, enfin, j'appelle ça la nature, ou on pourrait appeler ça autrement. Si vous lâchez, elle reviendra plus facilement. Et là, pour l'instant, vous n'avez pas lâché.
Non, je sais. Ouais, donc il faut lâcher. Ouais. Il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute, vraiment. Merci à vous, Ange. Merci à vous. Merci. Yves-Alexandre, une petite pause et puis on va conclure déjà sur cette émission. Et on a entendu comme quoi c'était pas si simple, le bonheur, évidemment, mais enfin on s'en doutait un petit peu. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Yves-Alexandre Thalmann qui est avec nous. Je rappelle ces 2 livres qui ont un petit peu servi de fil rouge pour cette émission. On a toujours une seconde chance d'être heureux. Et l'autre livre, S'accepter pour être heureux, de Yves-Alexandre Thalmann. Donc, alors, je ne sais pas, Yves-Alexandre Thalmann, mais on a eu que des femmes aujourd'hui en ligne. Alors, est-ce que les femmes se posent plus de questions sur le bonheur que les hommes, ou est-ce que c'est une coïncidence qu'il ne faut pas spécialement y voir de cause à effet? Alors, rien ne me permettrait de dire que les hommes se posent moins la question du bonheur, mais peut-être que, vu qu'on est dans une émission qui parle aussi des relations et de l'intimité, ça tire aussi peut-être davantage sur cette question-là. Mais à nouveau, c'est une question proprement humaine, la satisfaction, l'épanouissement, le bonheur. Peut-être aussi que les chemins que l'on va emprunter pour y arriver sont pas tout à fait les mêmes. Et là, on a traditionnellement une petite différence où les femmes seraient plus à s'interroger sur leur intériorité, le monde des émotions, etc. Et les hommes, traditionnellement, sans aller dans les clichés, iraient plus sur un chemin d'action, d'extériorisation. Ce qui fait que là où une personne va plutôt discuter de ce qu'elle ressent, un autre va plutôt agir pour mener un projet à terme. Ça, peut-être qu'on pourrait encore le mettre en termes de différence, mais ça mériterait d'être creusé. Évidemment. Bonjour Alia. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Thalmann. Okay. Alors, j'avais plusieurs choses à dire. Alors, heureuse. Je rebondis sur ce que je viens d'entendre et pour différents exemples, je dirais qu'effectivement, c'est pas une question que de femmes. Et je rajouterais simplement par rapport à cette intériorité, il y a peut-être une intériorité émotionnelle pour les femmes, mais il y a par rapport à ce bonheur, ce bonheur intérieur qui est pas toujours à projeter sur quelque chose d'extérieur qui peut après faire dissonance entre ce qu'on appelle le bonheur et ce qu'on vit vraiment. Voilà. Et la deuxième chose, pour mon cas personnel, je viens de traverser une période très surchargée avec des sollicitations de différentes parts où chaque élément était prioritaire, l'un sans pouvoir prioriser les choses. Et on peut se retrouver, je dirais, dans un cas de figure de surmenage, dans le sens où on essaye de faire en sorte que la demande de l'autre ne vienne pas déséquilibrer notre bien-être et notre bonheur, mais il peut y avoir une interrelation, une interdépendance entre les individus, les groupes et les actions qui peuvent aussi favoriser un déséquilibre ou nous déstructurer un temps. Parce que je ne dis pas que c'est définitif, mais je dirais que c'est un facteur, le facteur extérieur et la pression du système peut nous amener parfois aussi à perdre un peu notre chemin individuel. C'est professionnel ce surmenage que vous avez Oui, alors c'était général, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs projets qui étaient donnés à différentes dates, professionnelles et personnelles, et tout le monde avait besoin de me répondre à telle date, comme une date pour demain. Donc j'ai fait tous les projets, sauf que s'il y avait une des choses auxquelles je ne répondais pas, ça venait comme un effet domino mettre un impact sur ma vie personnelle ou ma vie familiale, mes moments à moi. Et donc on a beau essayer de tenir la barre en disant non, stop, fermement, il peut aussi arriver des fois quand on travaille en équipe ou quand on est avec des personnes que l'autre, dans sa charge émotionnelle, dans son mode de fonctionnement, peut interagir mais en même temps, Alias, ça semble vouloir dire quand même que vous êtes assez lucide sur vous-même et que vous avez constaté que vous étiez un petit peu envahi par cette surcharge de part et d'autre. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et bon, vous avez fait comme vous avez pu, mais vous auriez pu, sans cette lucidité-là, vous auriez pu tomber en burn-out, par exemple.
Ben, je ne sais pas si je ne le suis pas déjà, mais ça n'a pas pour autant. Je pense que les personnes auxquelles j'ai dit stop, ça suffit, n'avaient pas forcément conscience de leur schéma de fonctionnement et voulaient régler des situations qui, moi, pouvaient prendre ma lucidité entre guillemets, en disant bon, il faut faire ça comme ça en premier. Sauf que si vous le faites pas et que vous répondez en travaillant en équipe ou même en famille, et le projet de l'autre peut venir manger votre équilibre si ça prend trop de proportions. Donc on est toujours quand on est tout seul. Tout va bien entre guillemets, on gère, mais il y a aussi. Mais on n'est jamais vraiment tout seul, Alia. Et je crois que ce que vous venez de dire est intéressant. Hein. Savoir dire stop, c'est aussi une des recettes pour être heureux, hein, Yves-Alexandre Tallmann. Alors, dire stop, bien sûr, dire non, on est dans le grand chapitre de l'affirmation de soi. Je crois qu'une façon simple de prendre conscience de ceci, qui est du reste très actuel, c'est de se rendre compte que notre énergie est limitée, exactement comme on nous disait que l'énergie électrique, ou on nous dit que l'énergie électrique est limitée, ou le gaz, etc. Ce qui veut dire que si j'ai des ressources limitées en temps, en énergie, chaque fois que je donne à quelqu'un, je retire à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est devenu une règle fondamentale. Chaque fois que je dis oui à un projet, à une sollicitation, à une attente, en même temps, je dis non à un autre projet, à une autre sollicitation, à une autre attente, ne serait-ce que la mienne. Si je dis oui à quelqu'un, je dis non à moi qui aurait besoin d'une pause. Et donc, je suis amené maintenant vraiment à réfléchir en termes de ressources limitées. Dire oui, c'est forcément dire non, et donc ça pose la question à qui je vais donner des ressources par rapport à d'autres projets ou d'autres personnes à qui je vais retirer ces ressources pour avoir un équilibre. C'est ça, et en fait, il suffit juste, pour éviter d'être surchargé, de pouvoir dire non et oui au bon moment sur les bonnes choses. Voilà, et c'est pas toujours... Là, j'ai dit non à plusieurs choses, ce qui n'a pas empêché que j'impacte dans une organisation chez les autres qui les a mis en pied du mur, sauf que moi, je pouvais pas dire oui à tout. Et donc, à un moment donné, on dit stop. Et puis, pour ma partie personnelle, de tout ce qui était équilibré dans mon travail professionnel, dans ce que j'avais à faire, je n'ai pas pu le faire. Et donc, je dois me justifier maintenant sur ce que je n'ai pas pu faire, parce qu'à un instant T, j'étais en train de répondre oui à des problématiques conflictuelles qu'il y avait chez les autres. Et donc, c'est pas évident, parce que des fois, la part émotionnelle de l'autre peut aussi venir contrebalancer un équilibre qui est toujours remis en cause, je dirais. Oui, mais vous savez, je vais prendre une image, Alia, l'équilibre dans la vie, c'est un peu comme la bicyclette. Il faut continuer à pédaler si on veut garder son équilibre. Tous les jours. Alors, je sais qu'on aime beaucoup parler de lâcher prise. C'est à la fois, J'aime bien cette expression, mais en même temps, il faut bien la comprendre. Lâcher prise, ça veut dire ne pas résister à contre-courant, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut tout lâcher et qu'il faut arrêter de pédaler. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Yves-Alexandre Tallmann? Tout à fait. On parle d'équilibre dynamique. Et ce terme lâcher prise, c'est vrai qu'il est un peu surfait, galvaudé, parce que c'est pas, je laisse aller, je m'en fiche. C'est je fais ce que j'ai à faire, mais le résultat me dépasse et je dois accepter cette part justement de non-contrôle sur les éléments. C'est pas que je me retire, c'est pas que je me résigne, mais je laisse aussi la vie imprimer son propre mouvement à toutes ces affaires. Oui, et moi j'aime parfois mieux le terme d'acceptation. Et Alia, quand on dit non à quelqu'un, il faut parfois accepter que la personne soit pas contente, soit fâchée ou insiste un peu lourdement. On dit non un peu plus fort. C'est vrai, mais c'est de toute façon la relation aux autres, ça sera toujours compliqué. Mais si on est clair avec soi, c'est quand même déjà beaucoup plus simple. Merci beaucoup en tout cas, Alia, de ce témoignage. Et puis, écoutez, prenez
prenez soin de vous, hein, parce que en effet, la pause du jour s'impose. Voilà. Voilà, exactement. Prenez bien soin de vous et puis de temps en temps, hein, il faut se recharger ses batteries, comme vous l'avez dit, hein, Yves-Alexandre Thalmann. On n'est pas inépuisable. Écoutez, je vous propose, Yves-Alexandre Thalmann, la prochaine fois que vous venez, on évoquera les regrets et les remords. Déjà, faire la différence entre les deux, ça peut demander un petit peu de temps parce qu'on a tendance parfois aussi à les confondre, hein, les regrets et les remords. En tout cas, merci beaucoup de tous ces éclairages, Yves-Alexandre Thalmann, comme d'habitude. Et je rappelle vos 2 livres. On a toujours une seconde chance d'être heureux, hein, donc soyez rassurés si vous êtes en ce moment pas heureux. Et puis s'accepter pour être heureux, ça on y travaille tous les jours. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et puis demain, demain nous serons en compagnie de Ariane Calvo. On évoquera nos blessures d'enfance. Elles sont au nombre de 5, 5 principales évidemment. Et puis évidemment, en début d'émission, on rappellera quelles sont ces 5 blessures. Mais je suppose que si vous écoutez souvent cette émission, vous les connaissez et vous savez celles avec sans doute un S, hein, qui sont les plus importantes pour vous. Merci Yves-Alexandre Thalmann. Merci à vous, Brigitte.